but we have seen a number of proposals from private equity funds where the returns are really not calculated in a manner that, they're not calculated in a manner that I would regard as honest. And if I were running a pension fund, I would be very careful about what was being offered to me. C'est la grande tendance du moment. Un investissement dont on vous dit qu'il rapporte plus que la bourse, tout en étant moins risqué que la bourse. Plus de performance et moins de risques, voilà la promesse du private equity, ou en français capital investissement, qui consiste à investir dans des sociétés non cotées en bourse. Et puisqu'un tel placement est de plus en plus souvent proposé aux investisseurs particuliers, évitons de rester bloqués dans ce pitch commercial du plus de rendement et moins de risques qui, admettons-le, est un petit peu contre-intuitif et allons objectiver la performance d'un placement en private equity. Si vous ne savez pas ce qu'est le private equity, je vous invite à regarder d'abord ma dernière vidéo dans laquelle je vous ai donné plusieurs exemples concrets du fonctionnement de ce type de placement. On y avait notamment vu que les performances historiques du private equity sont largement supérieures à celles de la bourse, à un point tel que les plus grands fonds affichent des performances historiques de plus de 20% par an sur plusieurs décennies. On va creuser ça aujourd'hui, on verra que la performance du private equity est globalement très bonne, c'est un fait, mais que c'est une moyenne et qu'il y a de très grandes différences de performance entre les fonds du haut du panier et le reste. Et malheureusement, mon petit doigt me dit qu'aux investisseurs particuliers comme vous et moi, c'est souvent le reste qu'on va nous proposer. Attention donc aux désillusions, d'autant qu'on verra qu'il n'y a pas de consensus absolu sur le fait que le private equity surperforme la bourse. Et enfin, last but not least, on verra qu'il y a un vrai débat fondamental sur la manière dont on calcule les performances du private equity. Et ça, même Warren Buffett le dit. It's not as good as it looks, and I really do think that when you have a group sitting as a state pension fund, Warren, all they're doing is lying a little bit to make the money come in. That sums it up. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Premier argument qu'on vous donnera lorsqu'on veut vous faire investir dans un fonds de private equity, on vous dirait que le risque est inférieur à un placement en bourse. Vous voyez ici dans ce document que le non coté est moins volatile que les actions sur 15 ans. Et dans la publication LinkedIn qui est associée à cette information, on vous dit que vous pouvez améliorer votre rendement et baisser votre risque via un placement en private equity. Le problème ici, c'est qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Lorsqu'on lit la volatilité au risque, ça fonctionne sur des actions cotées en bourse parce que vous avez l'information en permanence, donc vous pouvez observer la volatilité. Mais sur des actions qui ne sont pas cotées en bourse, vous ne pouvez pas observer la volatilité du prix de l'action. Donc en réalité, on ne peut pas utiliser la volatilité d'un investissement en private equity pour estimer le niveau de risque de cet investissement. Et c'est d'ailleurs ce dont le Financial Times parle lorsqu'il parle de volatility laundering, c'est-à-dire de blanchiment de la volatilité dans le secteur du private equity. Imaginez le graphique du S&P 500 sur les 30 dernières années. Si on vous donne l'information du prix du S&P 500 au jour le jour, vous allez avoir une volatilité qui est entre 15 et 18% par an. Par contre, si on vous donne l'information une fois tous les 10 ans, c'est-à-dire 3 fois sur 30 ans, eh bien en réalité, vous allez avoir une ligne droite en croissance. Et donc, vous n'allez avoir aucune perception de la volatilité. Pas parce qu'il n'y en a pas, mais juste parce que vous n'avez pas l'information. Donc en réalité, on ne peut pas utiliser la volatilité pour estimer le risque d'un placement en private equity. Et d'ailleurs, fondamentalement, ça n'a pas de sens de dire qu'un placement en private equity serait moins risqué. Pourquoi ? Parce que le private equity, c'est de l'equity. Ce sont des actions. Et donc, en fait, c'est la même classe d'actifs, actions cotées ou actions non cotées, ce sont des actions. C'est la même classe d'actifs. Donc, ça n'a pas de sens de dire que l'un serait nettement moins risqué que l'autre. D'autant plus que c'est plutôt l'inverse en réalité, puisque les sociétés cotées en bourse, elles ont une liquidité, elles ont une transparence sur leurs chiffres qui est beaucoup plus grande, elles ont des obligations de publication beaucoup plus complètes et fréquentes. Elles ont un management qui est généralement d'un niveau supérieur, donc ce sont généralement des sociétés qui sont mieux gérées. Et vraiment, les titres sont cotés en bourse, sont liquides, alors que sur des sociétés non cotées, vous êtes illiquide. Donc en réalité,
Ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, les fonds de private equity, on l'a vu dans la dernière vidéo, vont utiliser l'effet de levier pour acheter des sociétés non cotées. Donc en réalité, cet effet de levier il va venir augmenter le niveau de risque du private equity par rapport à un placement en bourse que vous ne faites pas avec de l'effet de levier. Donc on a déjà une petite liste d'arguments pour penser que c'est plutôt l'inverse, c'est le private equity qui est plus risqué qu'un placement en actions cotées en bourse. On a des études qui l'ont démontré, avec notamment celle-ci qui estime le bêta d'un investissement en private equity à 1,75, alors que le bêta d'un investissement en actions cotées en bourse est de 1. Et le bêta est un indicateur de la réactivité du prix de votre actif par rapport à des mouvements sur les marchés financiers. Deuxième argument que vous allez pouvoir entendre, le private equity serait décorrélé d'un placement en actions. À nouveau, ça n'a pas de sens puisqu'en réalité, c'est la même chose. On achète des actions en private equity ou sur les marchés financiers, ça reste des actions. Et vous voyez ici dans cette étude de Bain Company que les fonds de private equity qui ont la meilleure performance historique sont les fonds qui ont été créés en 2001, 2002 et 2003, c'est-à-dire sur des points bas des marchés financiers cotés. A l'inverse, les fonds de private equity qui ont les performances historiques les plus faibles sont les fonds de private equity qui ont été lancés en l'an 2000 ou dans les 2 années précédentes, ou les fonds de private equity qui ont été lancés en 2007 ou 2008, c'est-à-dire sur les points hauts des bourses mondiales. Donc en réalité, on voit bien qu'il y a une corrélation qui est directe entre la performance du private equity et des marchés financiers, parce que les valorisations des sociétés lorsque le marché boursier est très élevé, elles sont très élevées. Donc les ratios de valorisation qui sont utilisés pour faire des transactions sur des marchés non cotés sont inspirés des ratios de valorisation observés en bourse. Et en fonction de l'engouement et de l'euphorie des marchés financiers, ou à l'inverse de la crainte sur les marchés financiers, vous allez avoir des prix de transactions sur les sociétés non cotées qui vont être plus élevés ou plus faibles, avec pour conséquence des performances plus élevées ou plus faibles, mais en tout cas corrélées directement au marché financier. Mais à ce stade-ci, vous pourriez me dire « ouais, ok, peut-être que c'est pas moins risqué et peut-être que c'est pas décorrélé, mais au final, peu importe si ça rapporte plus. » C'est ce qu'on va voir maintenant. En termes de performance du private equity, on a toute une série de données qui nous indiquent que les performances sont véritablement excellentes. Le private equity est une classe d'actifs parmi les plus performantes, avec une performance annuelle moyenne sur le private equity en France de 12,20% sur les 15 dernières années, contre seulement 5,1% de performance annuelle pour les actions cotées du CAC 40. Le private equity est la classe d'actifs la plus rentable sur 20 ans comparée à la dette privée, aux actions ou à l'immobilier. Dans cette étude de Bain, on voit également que l'IRR, dont on parlera un petit peu plus tard, aussi bien aux États-Unis à gauche qu'en Europe à droite, est systématiquement supérieur depuis 20 ans pour les fonds de buyout que pour les actions cotées en bourse. Dans cette étude, on retrouve une surperformance pour les fonds de buyout de 3% par an par rapport au S&P 500. En ce qui concerne les fonds de venture capital, ils ont surperformé les actions cotées dans les années 90, mais ensuite ils les ont sous-performées dans les années 2000. Et les plus grands fonds de private equity au niveau mondial ont des performances extraordinaires, avec KKR qui affirme avoir une performance de 26% par an sur les 50 dernières années. Idem chez Apollo où on aurait un IRR net de 24% par an, chez Carlyle on est à 17% et chez EQT, le plus grand acteur de private equity en Europe, on est à 19% d'IRR net annuel. Première étude qui remet un petit peu en cause la performance du private equity, on voit qu'en règle générale, selon Morningstar, le private equity a sous-performé un investissement en actions cotées de risque similaire, même avant de considérer l'impact de l'effet de levier sur la performance du private equity. Dans cette autre étude réalisée par un professeur de Oxford, on trouve une performance nette de frais de 3% par an sous la performance du S&P 500. En ajustant la performance du private equity pour le risque, on arrive à une sous-performance de 6% par an. Donc on arrive vraiment à des conclusions complètement différentes. Et dans cette autre étude, on nous dit qu'après 2005, les fonds de private equity ont eu un rendement qui est grosso modo en ligne avec la performance des marchés cotés. On va maintenant creuser tout ça et voir pourquoi est-ce qu'en réalité il y a des divergences d'opinion sur les performances du private equity, avec un premier problème qui est notamment mis en lumière par une étude de l'AMF sur le private equity,
qui est qu'il y a des difficultés de mesure et une forte dépendance à la méthode de calcul retenue. Il en résulte une absence de consensus de la littérature sur l'ampleur de la surperformance du private equity. Première source de débat sur la performance du private equity, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle l'IRR comme unité de mesure de la performance du private equity. L'IRR, c'est l'Internal Rate of Return, ou en français le taux de rentabilité interne d'un investissement en private equity. Et on va redonner la parole à Warren Buffett et Charlie Munger pour vous parler un petit peu plus en détail de l'IRR. So-called internal rate of return it's not as good as it looks, and I really do think that when you have a group sitting as a state pension fund, Warren, all they're doing is lying a little bit to make the money come in. that sums it up. Vous le voyez, selon eux, l'IRR ne donne pas une bonne visibilité sur la performance réelle d'un placement en private equity et grosso modo, c'est une métrique qui peut être manipulée pour faire rentrer de l'argent et attirer des investisseurs au niveau du private equity. On va voir les problèmes apparaître au niveau de l'IRR, notamment lorsqu'on voit cet article du Wall Street Journal qui nous indique que l'université de Yale obtient un IRR sur ses investissements en venture capital de 92,7% par an sur les 2 dernières décennies, un chiffre qui est tellement élevé qu'il le rend complètement non crédible. L'IRR est probablement la pire métrique de performance qu'on peut utiliser dans un contexte d'investissement. Il exagère la variation à travers les fonds, il exagère la performance des meilleurs fonds, il peut être inflaté de manière artificielle et il donne un incitant pervers aux gestionnaires de fonds. Mais laissez-moi quand même vous expliquer rapidement ce qu'est l'IRR qui est utilisé par tous les fonds de private equity pour présenter leur performance. L'IRR, c'est une formule de calcul qui va prendre en compte tous les flux financiers de votre investissement en private equity, c'est-à-dire l'argent que vous avez déboursé et l'argent qui vous est revenu au fil du temps. Et il va utiliser un taux d'actualisation unique pour calculer en fait une performance annualisée moyenne de votre investissement dans ce fonds. Et le problème de l'IRR, c'est qu'il est très sensible, notamment à la durée de calcul. Donc typiquement, si vous allez avoir un fonds de private equity qui va faire une performance sur un investissement de par exemple 100%, donc ils ont acheté une société à 20, ils l'ont revendue à 40, si cet investissement a duré 4 ans ou 3 ans, la performance annuelle n'est pas du tout la même. La performance est bien meilleure sur 3 ans que sur 4 ans. Et en réalité, les gestionnaires de fonds de private equity vont pouvoir jouer avec ça. Et Bloomberg nous l'explique très bien. Les firmes de private equity ont trouvé des moyens pour exploiter les faiblesses de l'IRR ces dernières années, en faisant, devinez quoi, en empruntant de l'argent pour acheter des sociétés avant de faire un appel de fonds auprès de leurs investisseurs, ou à l'inverse au moment de la vente, en utilisant des fonds empruntés pour payer les investisseurs plus rapidement avant même que la société dans laquelle ils ont investi soit vendue. Dans les deux cas, ça diminue la période de temps pendant laquelle l'argent est activement investi dans les sociétés non cotées et ça booste la performance apparente exprimée sous forme d'IRR. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous confirmer directement puisque j'ai travaillé 10 ans dans le secteur bancaire dans un département de crédit et j'ai observé qu'effectivement, certains fonds de private equity font une demande de crédit et je vais vous expliquer ce qu'ils font exactement. Imaginez que le fonds de private equity trouve une société qu'ils vont pouvoir racheter. Ils ont besoin de l'argent à un moment donné pour payer le vendeur. Sauf que s'ils font un appel de fonds vis-à-vis des investisseurs, eh bien le calcul de l'IRR commence à courir. Donc le temps commence à s'écourir pour le calcul. Et donc eux, ils n'ont pas envie de ça. Donc ce qu'ils vont faire à partir du moment où ils savent qu'ils ont besoin de l'argent et qu'il y a des investisseurs en suffisance qui vont être appelés et qui vont amener l'argent, eh bien ils vont voir un banquier en disant « prête-nous pendant 2, 3, 4, 5 mois à du 2% par an », comme c'était les taux à l'époque, maintenant ce serait un petit peu plus, et d'ici 3-4 mois, je te rembourse avec l'argent que les investisseurs vont m'envoyer. Et en fait, en faisant ça, du coup, le fonds de private equity appelle l'argent auprès des investisseurs plus tard. Et donc, ils vont diminuer la période pendant laquelle l'argent des investisseurs est effectivement entre leurs mains. Et donc, la période de temps pendant laquelle l'IRR va être calculé. Et donc, lorsque la performance de l'investissement est bonne, eh bien, en fait, ça va se faire sur une période artificiellement plus courte, ce qui va augmenter l'IRR qui est un taux de calcul de rendement annuel. Et donc la performance annuelle va être améliorée puisque le nombre d'années va être plus faible. Et donc c'est comme ça que les gestionnaires de fonds peuvent
manipuler l'IRR. Deuxième argument très important, c'est que lorsque vous investissez en private equity, en réalité, on l'a vu, je vous avais donné un exemple le mois dernier, si vous faites un commitment, un engagement de 100 000 euros dans un fonds de private equity, peut-être qu'après 3 mois, ils vont vous appeler 20 000, puis après 3 mois, encore 20 000, mais en attendant, vous savez que vous êtes engagé pour 100 000 euros. Donc vous ne pouvez pas, entre-temps, avant d'être appelé, investir ce qui n'est pas encore appelé dans des actifs risqués et rentables. Vous allez être obligé d'investir les 100 000 euros que vous êtes engagé à mettre à disposition dans des actifs peu risqués, typiquement des actifs de type obligataire, qui vont vous rapporter peu, dans l'attente d'être appelé par le fonds de private equity. Donc en fait, certes, vous allez avoir une bonne performance sur les investissements réalisés par les gestionnaires du fonds de private equity, mais en attendant qu'ils appellent l'argent, vous ne pouvez pas l'investir dans une classe d'actifs comme les actions, par exemple. Vous êtes obligé de prendre très peu de risques et donc d'obtenir très peu de rendement. Et ça, malgré tout, ça fait partie de votre expérience d'investissement en private equity et ce n'est pas inclus dans le calcul de l'IRR qui est calculé au niveau du fonds à partir du moment où l'argent est véritablement appelé auprès des investisseurs. Si on s'arrête un instant pour synthétiser ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu qu'il y a des études qui démontrent que le private equity surperforme la bourse. On a malheureusement des études qui démontrent soit l'inverse, soit que la performance est égale à un placement en bourse. Et plus fondamentalement, on a un débat sur est-ce qu'on calcule bien la performance d'un placement en private equity. Ce qui amène Bloomberg notamment à faire le titre suivant dans un de ses articles en se demandant « What have you made on private equity ?» c'est-à-dire combien avez-vous gagné en private equity. Qui sait? Autre aspect qu'on va voir maintenant, c'est la dispersion de la performance des fonds de private equity. Parce que contrairement à un investissement en bourse, où vous allez pouvoir acheter des ETF qui vont vous exposer à quasiment toutes les actions du monde, en private equity, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez être obligé de choisir un fonds de private equity dans lequel investir et seulement les personnes très très fortunées vont pouvoir diversifier les fonds de private equity. Mais donc, vous, en tant qu'investisseur particulier, vous allez souvent être obligé de concentrer vos placements dans 1, 2 ou 3 fonds de private equity et donc d'avoir un risque concentré, un petit peu comme si en bourse, vous étiez obligé d'acheter 3 actions plutôt que de pouvoir acheter des ETF. Donc, le niveau de risque, il n'est pas du tout le même et du coup, on va se demander quel est l'impact sur la performance. Puisqu'en fait, on a des études qui démontrent que la dispersion de la performance des fonds de private equity est sans commune mesure avec ce qui s'observe sur les fonds investissant en actions cotées en bourse. Vous voyez ici à droite que les fonds de private equity ont des performances qui vont quasiment de moins 30% à plus 40%, donc une énorme dispersion de performance, alors que sur les actions cotées en bourse, la partie de gauche, la dispersion, c'est-à-dire l'écart entre les meilleurs gestionnaires d'actions et les moins bons, est beaucoup plus faible. Donc en fait, lorsque vous achetez un fonds de private equity, vous ne savez pas où vous allez être sur le spectre et le spectre est beaucoup plus grand que lorsque vous investissez dans un fonds de placement en actions cotées. Résultat des courses, on a des articles de presse comme cet article des Échos qui nous dit qu'en termes de capital risque, donc de private equity, seul 1/3 des fonds performent vraiment en Europe. Ou encore cet autre article qui nous dit que seuls 36 fonds de venture capital en Europe sortent du lot avec plus de 15% de taux de rendement annuel. À l'autre extrême, pas moins de 118 présentent un taux de rendement négatif dans l'Union européenne. Et plus inquiétant encore, sur 7 ans, la performance annuelle du capital investissement en assurance vie en France ne dépasse pas 4% par an. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ces chiffres. Rendez-vous compte, on vous présente des performances du private equity en Europe de 12,20% par an. On vous présente des fonds de private equity du top mondial à plus de 20% de performance par an. Et lorsque vous investissez en tant que particulier via votre contrat d'assurance vie dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, eh bien en fait, vous n'êtes plus du tout ni à 20 ni à 12,5, vous êtes à 4% de performance. Donc vous voyez que vous avez un grand spectre de performance en termes de private equity et malheureusement, on a un petit peu l'impression que le petit particulier qui a l'intention d'investir en private equity, peut-être qu'il n'a pas accès aux meilleurs fonds. Et c'est ce qu'on peut lire ici, puisque en prenant l'ensemble des fonds de private equity dans le monde, environ 4000, seulement 1000 sont considérés comme de bons fonds intéressants. Ces fonds sont néanmoins très compliqués à identifier et très difficiles d'accès. Les tickets d'entrée pour les bons fonds de private equity sont de l'ordre de 20 millions d'euros.
Continuons notre parcours de réflexion et de découverte du private equity en se demandant quelles pourraient être les performances futures. On a vu les performances historiques, mais quels sont les facteurs qui vont pouvoir influencer les performances futures du private equity? On va se baser notamment sur une première étude qui nous parle du fait que le secteur du private equity est en train d'arriver à maturation. Dans cette étude, il trouve que la persistance de performance des managers a substantially declined, donc a décliné de manière substantielle au fur et à mesure que le secteur du private equity est arrivé à maturation et est devenu plus compétitif. On voit également ici, ou même aux États-Unis, on se rend compte que la surperformance diminue avec le temps. Et dans cet article, ils analysent dans quelle mesure cette évolution est consistante, est en ligne avec la maturation de l'industrie du private equity. Puisque le private equity est en transition entre une activité de niche, historiquement, qui était mal comprise et qui était limitée à un petit nombre d'investisseurs, à aujourd'hui une industrie de taille énorme qui est désormais de plus en plus accessible. Dans cette haute étude, on nous dit exactement la même chose puisque la persistance de la performance a largement disparu au fur et à mesure que le marché est arrivé à maturation. Autre point d'attention concernant les performances futures, c'est le niveau des taux d'intérêt. Puisque historiquement, sur la dernière décennie, les taux d'intérêt étaient très faibles, mais après la crise du Covid et l'augmentation de l'inflation, les taux d'intérêt ont fortement augmenté. D'autant qu'on voit que les multiples de valorisation, c'est-à-dire les prix auxquels les fonds de private equity font leurs transactions, n'ont pas cessé de monter depuis l'an 2000, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. En d'autres mots, les fonds de private equity achètent des sociétés de plus en plus chères qu'ils financent à des taux de plus en plus élevés. Dernier facteur que j'aimerais aborder avec vous, c'est le niveau des frais qui sont prélevés en private equity, puisqu'on a des études qui estiment les frais à 6% par an prélevés par les fonds de private equity. Rendez-vous compte de la différence énorme par rapport déjà à des SICAV classiques d'investissement en actions cotées qui coûtent entre 1,50 et 2% par an et qui sont déjà critiqués pour leur niveau de frais, mais encore plus par rapport aux ETF qui vous permettent d'investir en actions cotées et qui vous coûtent entre 0,10 et 0,30% de frais par an. En private equity, on serait autour de 6% de frais par an, ce qui est absolument énorme. Et ces chiffres dérangent l'industrie du capital investissement puisque selon une étude d'Oxford, les fonds de capital investissement américains ont cumulé 230 milliards de dollars de frais de gestion et rémunérations diverses entre 2006 et 2015 sans qu'ils dégagent une performance supérieure à celle des marchés actions. Et c'est ainsi qu'on a certains chercheurs universitaires qui estiment qu'en fait, oui, le private equity surperforme, mais que la surperformance, en fait, elle ne va pas dans la poche de l'investisseur, elle va plutôt dans la poche des gestionnaires de fonds qui ont d'énormes rémunérations. Et c'est pour ça notamment que le nombre de milliardaires qui sont fondateurs de groupes de private equity est passé de 3 en 2005 à 22 en 2020. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous sur le private equity. Je suis très content d'être arrivé au bout de ces 2 vidéos très riches en informations, avec beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément facilement trouvables sur Internet. Donc on a essayé d'objectiver un maximum la performance et les risques. Si je devais faire un petit peu la synthèse à ce stade-ci, je dirais que le private equity est une bonne classe d'actifs. C'est une classe d'actifs dans laquelle vous pouvez investir, mais il faut bien comprendre comment fonctionne ce marché, notamment les appels de fonds progressifs, les remboursements progressifs, et comprendre aussi la dispersion de performance entre les fonds de private equity. C'est absolument fondamental puisque vous n'allez pas pouvoir acheter un grand nombre de fonds. Donc vous allez être obligé de vraiment bien choisir le fonds de private equity dans lequel vous allez investir parce que c'est de lui dont va dépendre votre performance. Donc en réalité, on a toute une série de subtilités. Quel va être l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur la performance du private equity? Quel va être l'impact de la maturation du secteur sur les performances futures? Est-ce que vous aurez accès à des bons fonds? À quel niveau de frais? Donc on a quand même beaucoup de questions qui se posent et c'est un sujet que j'aimerais encore développer à l'avenir. C'est un sujet que moi-même, dans une certaine mesure, je découvre un petit peu tellement il est vaste et donc j'aimerais pouvoir peut-être avoir un invité à l'avenir pour en discuter et pour avoir du retour concret du marché sur le private equity parce qu'on peut aussi avoir des différences entre l'Europe et les États-Unis. Au sein du marché européen, on a des pays qui sont plus actifs en private equity que d'autres. Donc il y a vraiment toute une série de subtilités à comprendre et à connaître en private equity. Donc j'espère pouvoir creuser ça à l'avenir. Mais en tout cas, j'espère déjà vous avoir donné pas mal d'armes
pour pouvoir faire vos choix. Et donc, c'est une classe d'actifs intéressante, mais soyez avisés, soyez informés et choisissez bien le ou les fonds de private equity dans lesquels vous investissez. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, mettez un commentaire, partagez ce contenu avec vos proches si jamais vous pensez que ça peut les intéresser. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Ciao!